Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser le prochain pay-per-view, l'UFC 290 qui approche à grands pas, qui se passe le dimanche 9 juillet à Las Vegas, à la T-Mobile Arena. D'ailleurs, c'est l'International Fight Week. Et pour l'occasion, l'UFC nous a réservé une carte plutôt intéressante, notamment le combat principal qui va opposer Alexander Volkanovski à Yair Rodriguez, une sorte d'unification des titres chez les poids plumes entre le champion incontesté de la catégorie Volkanovski puis Yair Rodriguez qui vient récemment de devenir champion intérimaire. Pour en parler, je- comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai plus besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire. Movsar Ibragimov, champion AEF chez poids coq, médaillé d'or au dernier championnat d'Europe IMMAF et également médaillé de bronze au championnat du monde IMMAF. Salut Movsar, comment tu vas? Ça fait un petit temps. La dernière analyse, c'était l'UFC 289, du coup, Oliveira Dariush. Et on avait tous les deux correctement pronostiqué une victoire pour Oliveira, si je me souviens bien. Ça va super et toi? Et ouais, ça, il y a beaucoup de Fight Night, mais plus de gros numérotés qui s'enchaînent. Donc, on met un peu de temps à voir. Exactement. UFC 290 cette fois-ci. On va bien sûr se concentrer principalement sur le main event entre Volkanovski et Yair Rodriguez, mais aussi d'autres combats intéressants, notamment le co-main event Moreno-Pantoja et puis Whittaker-Duplessis. Mais on va commencer bien sûr sur le combat principal. J'ai envie de revenir avec toi sur le dernier combat d'Alexander Volkanovski, le champion incontesté des poids plumes. C'est vrai qu'il s'est incliné sur décision unanime contre Islam Makhachev, mais il a prouvé que c'était un guerrier. Il montait en catégorie, donc déjà, grosse prise de risque. Face à un Islam Makhachev que beaucoup de combattants redoutent de par son style, excellent lutteur, excellent grappleur. Volkanovski est certainement l'adversaire qui a donné le plus de fil à retordre à Islam Makhachev, en tout cas sur ces dernières années. J'aimerais savoir, Movsar, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Volkanovski face à Islam, toi? Franchement, j'ai été impressionné parce que, comme tu as dit, à l'UFC, il n'a jamais eu de telle rivalité islam. Surtout que face à quelqu'un qui vient d'une catégorie en dessous, même si c'est Volkanovski, tu te dis, il passe de featherweight à lightweight contre Islam qui est un des lightweight les plus big de sa catégorie et Volkanovski qui est un des plus petits de sa catégorie. Et c'est lui qui mène la plus grosse guerre, le combat le plus difficile à l'islam. Forcément, tu dois être impressionné. Et ce que ça reflète, c'est le physique, surtout le physique incroyable de Volkanovski. Moi, ce que j'ai tiré de ce combat, c'est surtout son physique, gros cardio. Et puis, techniquement, bien sûr, il n'a plus rien à prouver. Et par exemple, maintenir au sol, ils sont très durs, les gabarits comme Volkanovski. Compact, petit, tout musclé. Et c'est pour ça aussi que tu vois rarement des flyweight, les 57 kilos, avec des grosses dominations au sol parce qu'ils sont tous compacts, énergétiques. Tu peux pas les maintenir au sol. Et du coup, ça a donné vraiment une grosse guerre, gros combat. Et beaucoup de gens ont mis leurs yeux sur Volkanovski ce jour-là. Moi, il m'a surpris, hein. Franchement, je m'attendais absolument pas à ce que Volkanovski donne autant de fil à retordre à Islam. Je m'attendais à ce qu'Islam batte Volkanovski, mais je m'attendais pas à ce qu'il galère autant. Alors bien sûr, la victoire sur décision unanime, elle est totalement méritée du côté du Dagestanais, mais il y a certains moments du combat qui m'ont choqué. Dans les derniers instants du combat, Islam était sur le dos, Volkanovski mettait du grand denpand à Islam. Il y a un moment donné où Volkanovski colle Islam contre la cage et tu sens qu'Islam il est fatigué, essoufflé, il regarde la montre. Ça m'a vraiment traumatisé, honnêtement. C'est une performance incroyable de Volkanovski. Même les moments où Volkanovski se retrouve dos au sol face à Islam Makhachev qui tente de prendre son coup. Et tu vois que Volkanovski rigole et commence à trash talk Islam. C'était incroyable, honnêtement. Jamais j'aurais cru voir ça de la part de Volkanovski contre Islam Makhachev. Ah ouais, ce combat, il était lunaire. En fait. Tu te disais, oh, ils ont inversé les rôles. C'est ça. D'habitude, c'est lui, il fait takedown, Haga, Grand and Pound, là, rôle inversé. Ouais, c'était. En plus, ce combat, il a été majoritairement gagné dans le striking par Islam. Hein. Ouais. Parce qu'il a gagné les échanges de striking. Ouais, c'était. Mais bon, il y en a beaucoup qui ont discuté la décision là en disant que c'était Volkanovski qui avait gagné, etc. Mais c'est surtout parce que tu t'attends tellement à une domination d'Islam que quand il n'y a pas la domination, du coup, ils deviennent biaisés C'est ça. dans leur jugement. Tu vois. Mais quand tu regardes, l'Islam, il a gagné flag. Oh, Mais bon, clairement. c'est tout.
Ouais, il est passé de papa dans le jardin qui fait des barbecues à grande star de l'UFC pour beaucoup ce jour-là. La fameuse métaphore là avec Volkanovski, papa que tu peux croiser dans un barbecue un dimanche torse nu en train de manger des merguez, c'est un truc de fou alors que le gars c'est l'un des champions, le champion actuel le plus dominant de l'UFC dans la catégorie des poids plumes depuis que Amanda Nunes a pris sa retraite. La stat incroyable aussi côté Volkanovski, c'est que malheureusement, oui, encore une fois, il a perdu contre Islam, mais c'est sa première défaite depuis 2013. C'est un truc de fou. Mais en sachant que voilà, il est passé tout près de devenir double champion à l'UFC, est-ce que tu penses que cette défaite sur décision unanime, elle peut l'impacter dans sa prochaine performance? C'est-à-dire, est-ce qu'elle lui a fait quand même du mal cette défaite, même si personne ne l'attendait, ou très peu de gens l'attendaient battre Islam Makhachev? Encore une fois, il montait en catégorie. Franchement, je pense pas vraiment. Parce que c'est un peu comme Adesanya contre Blachowicz, où il Mhm, ouais, monte de KT, alors qu'en plus, Adesanya, il s'était fait rouler dessus. Alors que Volkanovski, il a fait un combat de fou, tu vois. Et je pense même que ça l'a re-hypé. Il s'est dit, OK, mhm, là, je reviens. Je retape deux, trois gars dans mon KT, parce qu'il veut remonter en lightweight encore. ouais. Je pense que ça lui a donné une grosse déterre. Juste attention à pas overlook. Je sais pas comment dire, j'ai oublié. Enfin, j'ai Ouais, fait c'est je suis pas anglophone, mais ne pas. sous-estimé quoi en Attention gros. ouais, attention, ouais, c'est attention à pas sous-estimer les adversaires qui arrivent face à lui maintenant, mais ça l'a motivé parce que ça lui a donné la. Tu vois que c'est accessible. Il a effleuré du doigt le double champ. Donc, je pense pas. Je pense même qu'au contraire, ça a réveillé une nouvelle flamme. Quand tu deviens dominant, tu as besoin de quelque chose d'autre pour te motiver. Et je pense qu'il l'a trouvé là. Ouais, maintenant il va vouloir renouer avec la victoire et encore une autre statistique effrayante du côté de Volkanovski. Au-delà de cette défaite contre Islam Makhachev, avant d'affronter Islam, il en était à 22 victoires consécutives. Champion des poids plumes incontesté, il a défendu sa ceinture à 4 reprises. Sur sa route, pendant son parcours, il a battu des très grands noms, José Aldo, Chad Mendes, Brian Ortega, Max Holloway, 3 fois. Moi, la question que je t'ai souvent posée, mais peut-être que entre-temps, ton avis a changé, hein, surtout après la défaite d'Islam, je vais quand même te poser cette question. Mais moi, j'aimerais savoir, Mofsar, si tu considères Volkanovski comme le plus grand champion des poids plumes de l'histoire de l'UFC. Franchement, oui, hein. Il y a eu, si je me rappelle bien, Conor McGregor, il est passé dans cette caté. Mhm, Sauf que lui, tu l'identifies pas vraiment comme featherweight, tu vois. mhm. Conor, tu le vois comme un emblème du MMA, mais en tant que featherweight, en tant que boss de cette catégorie incontestée, et, euh, et tu vois, personne ne peut le tester pour moi. Franchement, personne ne peut le tester. Invaincu et montant en KT dans une KT beaucoup plus chargée que l'époque où Conor McGregor l'a fait, tu vois. C'est une KT beaucoup plus difficile maintenant. À ces terres actuelles où l'MMA est en expansion, où tout le monde est chaud, ouais, quand tu regardes les achèvements, tu vois, ce qu'il a fait, pour moi, c'est le plus grand pound for pound de l'histoire. Et c'est sûr que les futures générations des gens qui suivront, qui feront du MMA, ils vont beaucoup parler de Volkanovski. Ouais, c'est clair. Conor McGregor, le problème avec lui, c'est que il n'a pas défendu son titre chez les poids plumes. On parlait avant de José Aldo, mais José Aldo s'est fait battre 2 fois par Max Holloway. Du coup, après, on parlait de Max Holloway, qui pour moi était le plus grand poids plume de l'histoire, avant qu'il se fasse battre 3 fois par le même homme. Là, malheureusement pour les fans de Blest, tu peux plus le considérer comme le meilleur poids plume de l'histoire, en sachant que Volkanovski non seulement l'a battu 3 fois, mais en plus de cela, 4 défenses de ceinture. Le mec est complet, le mec mérite totalement le fait d'être considéré comme le plus grand poids plume de l'histoire de l'UFC. Maintenant, j'ai envie de te parler quand même de son challenger, Yair Rodriguez, qui est devenu champion intérimaire récemment. En fait, lors de la même soirée où Volkanovski affrontait Islam Makhachev, Yair Rodriguez affrontait Josh Emmett pour le titre intérimaire chez les poids plumes. Il a battu Josh Emmett sur soumission deuxième round. Je vais pas te mentir, Mofsar. Yair, c'est un combattant que j'aimais énormément avant même son combat contre Josh Emmett, mais le fait de le voir devenir champion intérimaire et la performance incroyable contre Josh, je suis devenu absolument fan de Yair Rodriguez. La grande classe, son striking créatif, imprévisible.
il est tout simplement spectaculaire, hein, Yair Rodriguez. C'est quoi ton avis, toi, sur ce combattant? En fait, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est comme tu viens de dire, il a ce style de striking vraiment très imprévisible. Et moi, dès que je pense à Yair Rodriguez, je pense chaque fois au KO qu'il a mis contre Korean Zombie. Il est en train de perdre le combat. Dernière minute du dernier round, il descend, il met un coup de retourné, C'est mais en incroyable, passant en dessous. Incroyable. Et il éteint Korean Zombie. Et avec ça, il éteint sa carrière. en plus. Euh, Depuis, tu l'as plus revu correctement, Korean Zombie, le pauvre. Et, non, il est fort, j'aime beaucoup. En plus, c'est un mec sympa, il fait des beaux combats. Ce combat contre Josh Emmett était magnifique. Même Mhm. il a battu Ortega, il a battu Korean Zombie. Donc, j'aime beaucoup. Et il fait toujours des beaux combats, des belles hype, tu comprends. Donc, franchement, c'est le genre de combattant que tu as envie de regarder, tu vois. Tu le vois sur la carte, tu as envie de rester éveillé la nuit. J'aime beaucoup. Ah, le mec est spectaculaire. Après, c'est vrai que, en plus, ce que j'ai aimé, pour le coup, tu parlais de Brian Ortega, c'est que bon, il a battu Brian Ortega, mais c'était sur blessure très, très tôt dans le combat de Brian Ortega. Mais le mec, tu sentais qu'Yair était totalement dégoûté, tu vois. Et c'était la même chose face à Jeremy Stephens pour un high poke, si je me souviens bien. Tu sens qu'il était dégoûté. Le mec, en fait, il veut faire la guerre. Il veut montrer qu'il est meilleur que l'adversaire en face. Et que ce soit son style, encore une fois, divertissant, notamment son striking, qui est pour moi le striking le plus beau à voir dans la catégorie des poids plumes. Alors qu'il y a quand même des très gros strikers, Max Holloway, Ilia Topuria notamment. Mais oui, la mentalité d'Yair Rodriguez, c'est un Mexicain. Le guerrier mexicain euh, par excellence, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est que on vient de définir finalement le style de Yair Rodriguez, principalement un gros striker, très créatif, très imprévisible. Sa victoire sur soumission contre Josh Emmett, c'était sa première sur soumission à l'UFC, mais il en a quelques-unes dans son arsenal, mais c'est principalement un striker, on va pas se mentir. Euh, alors que Volkanovski, son style est beaucoup plus compliqué, on va dire, à déterminer. Le mec, il est complet en fait, donc tu peux pas vraiment il n'a pas vraiment une approche type striker, type lutteur, type grappler. Il sait tout faire en fait, Volkanovski. Est-ce que c'est comme ça que tu définirais son style à Alexander? Ouais, franchement, tu me demandes c'est quoi le style de Volkanovski. Je te dis, c'est le style MMA. Il est très, très fort. Il a une grosse anglaise avec des bons kicks Mhm, parce que ce qui marche le mieux en grosse partie dans le striking en MMA, c'est grosse anglaise, beaucoup de low kick. De temps en temps, tu envoies un middle, un high kick. Ça, c'est la base dans le striking et tu gères ça bien avec les transitions, cage work, amener au sol, défense de lutte, etc. Tu as le combattant des MMA moyens. Tu vois, la recette pour le combattant des MMA moyens, c'est bonne anglaise, des petits low kicks, take down defense, take down attack. Et lui, il a cette recette, mais level up, tu vois. mhm, C'est le maître de, de tout ce qui se fait de bien dans le MMA. C'est vraiment le style MMA classique où il peut tout faire. Il peut t'amener au sol, il peut te soumettre, il peut te striker, il peut te mettre KO. La gestion de distance de Volkanovski, elle est incroyable. Son jab, il est incroyable alors qu'il est petit en taille. mhm. Il est petit en taille et tu vois qu'il est tout le temps jab, hop, il se fait pas toucher, boum, 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 il se fait pas toucher. Il a quand même une bonne allonge, hein, même s'il est, C'est il est ça. petit, mais bon, il est très, très fort, très, très fort il est très, très fort dans ce qu'il fait. C'est un maître de ce qu'il fait, en fait. Et il le fait mieux que tout le monde, alors que tout le monde essaie de faire la même chose. T'as raison de revenir sur son allonge parce que moi ça m'a choqué. Yair, il est très grand en taille pour la catégorie. Je crois qu'il fait 1m80. Yair Rodriguez. Volkanovski, il fait quoi? 1m65, 64 à tout casser, je pense. Mais en allonge, ils ont la même allonge. C'est un truc de fou en fait. On dirait pas Volkanovski, mais il a une allonge énorme. Et comme tu l'as dit, en fait, la description que tu as fait de son anglaise, ça m'a rappelé sa masterclass contre Korean Zombie justement. Korean Zombie n'a pas réussi à le toucher. Head mouvement de fou furieux du côté de Volkanovski, une très bonne défense et l'attaque, il a pulvérisé Korean Zombie qui à la fin, enfin, il devait dire no mas, ça y est, l'arbitre l'a sauvé parce que Volkanovski lui faisait du très très sale. Il y a une question que j'ai oublié de te poser en fait, Mofsar, mais est-ce que tu considères Yair Rodriguez comme le challenger idéal, on va dire le plus méritant pour Volkanovski ou est-ce que tu pensais peut-être à quelqu'un d'autre?
en écartant le fait que Yair soit le champion intérimaire, je veux dire, hein. Est-ce que pour toi, Yair, c'est le bon challenger pour Volkanovski? Je pense que ouais, parce que là, à part celui qui me hype beaucoup en ce moment, qui arrive, c'est Topuria. Exact. Mais bon, ce combat, il était prévu depuis avant Topuria et Topuria vient de battre Josh Emmett. Et ouais, Josh Emmett, il se rapprochait du titre. Yair Rodriguez aussi. Et Yair a gagné. Et tu vois, sans parler du fait qu'il est champion intérimaire et ils doivent unifier ça. Je pense qu'il est légitime, je pense qu'il a mérité. Et aussi, tous les autres, ils ont déjà pris leur part avec Volkanovski. Tu vois. C'est ça. C'est un cas qui se reproduit souvent. Tu as beaucoup de gens qui ont des title shots quand le champion il met des Ouais, raclés à tout le monde. c'est ça. Donc, ouais, forcément, il faut bien que. Il est légitime, totalement légitime. Il gagne. Il a battu Ortega, même si, bon, écoute, c'est quand même une victoire sur sa fight card. Euh, il a battu Ortega qui a eu un title shot. Il a battu Josh Emmett qui s'en rapprochait. Il a battu Korean Zombie qui a eu un title shot aussi. Donc, légitime, mais force à lui. Le seul qui aurait peut-être pu le mériter, c'est Arnold Allen s'il avait battu Max Holloway. Mais en sachant que, bah voilà, et en plus de ça, c'est vrai qu'Arnold Allen, encore une fois, j'écartais le fait que Yair est le champion intérimaire, mais Arnold Allen a affronté Max Holloway. Yair était déjà champion intérimaire. Bref, c'était déjà acté, c'était bon. Et bien évidemment, Yair, il mérite à 100% le title shot. D'autant plus que, comme tu l'as dit, Volkanovski a battu Brian Ortega, battu Max Holloway, battu Korean Zombie. Il restait plus personne, si ce n'est Josh Emmett qui s'est fait battre du coup par Yair. Et Ilia Topuria, à mon avis, ça risque de se faire dans les prochains mois, mais c'est encore trop tôt. Ce qui m'a, comment dire, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fasciné dans la dernière interview de Volkanovski qu'il a accordé en fait au frère d'Israël Adesanya, parce que on le sait, Volkanovski s'entend très bien avec Adesanya, c'est que bah, il a dit qu'il considère Yair Rodriguez comme son challenge le plus dangereux dans sa carrière pour l'instant, alors que pour moi, je trouve que stylistiquement parlant, bah, Volkanovski peut être cauchemardesque pour Yair Rodriguez, puisqu'encore une fois, il est complet, il a une bonne anglaise, très, très bon striking en dessous de celui de Yair, mais il a un bon striking, un bon MMA dans son ensemble. Il pourrait l'amener au sol, le tabasser en grande pound ou peut-être le finir sur soumission. On en parlera un petit peu plus en détail dans les pronostics, mais qu'est-ce qui pousse du coup Volkanovski en sachant qu'il a aussi une très grosse expérience des combats de ce niveau, un très bon cardio. Qu'est-ce qui le pousse à dire que Yair c'est ben, l'adversaire le plus dangereux qu'il aura affronté pour l'instant dans sa carrière? D'abord, première chose, euh, c'est que quand tu vois ce combat arriver, tu fais des calculs faciles dans ta tête quand tu suis un peu. Il y a des maths très faciles. Au moment de Korean Zombie contre euh, Yair, Korean Zombie était en train de gagner. Mhm. Et à la fin, Yair lui met un KO et gagne. Puis tu vois Korean Zombie qui fait contre Volkanovski et il prend une raclée monumentale, t'as jamais vu ça. Donc, par la loi du plus fort, tu te dis, forcément, Yair qui Mhm. se prend une raclée par Korean qui a pris une raclée par truc, il va se prendre une raclée encore pire. Mhm. Mais ce qui le rend dangereux, et je pense que c'est ça que Volkanovski veut dire par là, c'est que déjà, de un, depuis ce moment-là, Yair, il évolue beaucoup. Mhm. Il est dans un schéma très évolutif. Où, par exemple, sa masterclass contre Josh Emmett, il est très fort, tu vois, tout le temps dans l'apprentissage. Il fait des soumissions, il fait des trucs, il essaye. Déjà, il y a ça, le fait d'apprendre. Et de deux, c'est son côté imprévisible. Mhm. C'est, c'est difficile de. Un combat n'est pas un autre, en fait. Mhm. Tu vois, justement, je disais, tu fais des maths faciles, mais le MMA, c'est pas des maths. Tu peux perdre contre quelqu'un, tu peux battre quelqu'un qui a battu lui, mais le Ouais. combat, les styles vont faire que ça va être beaucoup plus dur pour toi. Et comme tu as dit, c'est quelqu'un qui vient à la guerre et c'est quelqu'un tu vois, un grand champion, c'est quelqu'un qui trouve la voie de la victoire, qui trouve le chemin vers la victoire. Et c'est quelque chose qui caractérisait, par exemple, GSP, c'est quelque chose qui caractérisait Cejudo. C'est des gens dans la difficulté, ils trouvent le petit chemin vers la victoire, même s'ils sont dans des grosses galères. Et c'est ça qui rend Yair dangereux. C'est les gens déterrent, les gens qui sont prêts à tout laisser pour gagner. Et c'est ça qui fait que, à mon avis, Volkanovski dit que c'est son combat le plus dangereux. Parce que sinon, en dehors de ça, en vrai, il a toutes les armes fois 1000 pour le battre.
Ouais, Volkanovski largement favori, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Le striking imprévisible, créatif de Yair Rodriguez pourrait lui poser des problèmes. Ses genoux, ses kicks sont incroyables. Kick retourné, il travaille aux jambes, il travaille au corps. Pouah, les body kicks qu'il a mis à Josh Emmett, tu voyais sur le visage de Josh Emmett qui est quand même résistant à la douleur, mais tu voyais qu'il souffrait le martyr. Je serais pas étonné qu'il lui ait cassé une côte pendant le combat. Il vise la tête, enfin c'est juste monstrueux, c'est juste pour moi, encore une fois, l'un des combattants les plus spectaculaires, les plus techniques et les plus beaux à voir à l'heure actuelle à l'UFC. Et puis, Mofsar, il y a un autre combat aussi qui m'intéresse particulièrement dans cette UFC 290. C'est le combat qui va opposer Robert Whittaker à Dricus du Plessis. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, c'est un combat de Robert Whittaker qui est un ancien champion à l'UFC, qui est certainement le meilleur poids moyen à l'UFC, derrière Israël Adesanya qui l'a battu d'ailleurs. Et on a vu que Dricus du Plessis, lui, commençait à ouvrir sa bouche sur Israël Adesanya. Il lance le trash talk. Plutôt polémique aussi, il remet carrément en cause l'africanité en fait même d'Israël Adesanya. Et le stylebender, il a qu'une envie, c'est de lui botter les fesses dans l'octogone. Mais ça passera avant tout par une victoire face à Robert Whittaker. À mon avis, ça va être difficile quand même pour le Sud-Africain qui là va faire face à, encore une fois, l'un des tout grands middleweight dans l'histoire même de l'UFC, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un combat que, tu vois, les deux résultats, que l'un gagne ou que l'autre gagne, j'aime bien. Tu vois, mais par exemple, Duplessis, j'aimerais bien qu'il gagne. Pourquoi? Pour se prendre une raclée par Adesanya. Parce que franchement, lui, je l'aime pas. Tu vois, j'ai envie de le voir se prendre une raclée, tu vois. Et Whittaker, lui, tu le kiffes. Si t'es un fan de MMA, t'es obligé de kiffer Whittaker. Et non, c'est que ce combat-là, il va être bien. Mais franchement, je te dis la vérité, hein, je vais spoiler déjà un peu maintenant. Je suis sûr que Whittaker, il va s'occuper de son cas. Je vois bien, hein, tu fais un gauche-droite, boum, et il suit avec le high kick et il endort, tu vois. Vite fait, bien fait. Je le vois pas dépasser parce que pour l'instant, je pense pas qu'il a encore passé le step Mhm. pour arriver dans les plus grands dans cette catégorie, tu vois. Parce que Adesanya, il a beaucoup montré en dominant cette catégorie que entre lui et Whittaker et tous Mhm. les autres, il y a une grande différence. Ouais. Donc, je le vois pas faire. Peut-être qu'il va me surprendre. Et comme je disais, un combat n'est pas un autre, mais je le vois pas faire grand-chose contre Whittaker. Pareil, faut se dire que Dricus Duplessis, c'est la première fois qu'il va affronter un membre du top 5 dans la catégorie des poids moyens parce que ses adversaires précédents qu'il a battus, c'est Derek Brunson et Darren Till. Bon, c'était pas le Darren Till d'à l'époque. Derek Brunson, il est vieillissant. Je pense qu'il y a même, à un moment donné, il voulait prendre sa retraite. Donc voilà, on va pas manquer de respect à Dricus Duplessis, mais si Whittaker pouvait s'occuper de son cas, comme tu as dit, moi personnellement, j'en serais très heureux et puis on aurait droit du coup à une trilogie entre Adesanya et Whittaker. UFC 293 en septembre en Australie. Donc un petit peu le même cas de figure que leur premier combat. L'autre combat dont on doit parler bien évidemment, c'est le Common Event avec Brandon Moreno, champion de la catégorie des poids mouches qui va défendre son titre face à Alexandre Pantoja, un adversaire qu'il connaît bien. En fait, le Brésilien a battu deux fois Moreno. La première fois, c'était dans l'émission The Ultimate Fighter. Et puis la seconde fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, en 2018. Je vais pas te mentir, Movsar, je t'en ai parlé avant même qu'on enregistre cette interview, mais moi, c'est pas un combat qui me hype tant que ça. J'ai même envie de dire que c'est pas une catégorie qui me hype tant que ça. La preuve, c'est que l'UFC a quand même organisé 4 combats entre Figueiredo et Moreno. Là, peut-être qu'il cherche quelqu'un à donner, tu vois, un match-up intéressant pour Moreno, raison pour laquelle ils lui ont mis Pantoja qui l'a battu deux fois. Est-ce que ça, c'est un combat qui te hype et comment tu vois les choses se faire entre Moreno et Pantoja? C'est pas vraiment un combat qui me hype, j'irai pas jusque-là, mais je vais le regarder, tu vois, parce que Moreno, il délivre des beaux combats, il y a des choses à en tirer. Et, voilà, pour suivre la catégorie. Et c'est vrai que malheureusement, c'est une des catés qui, en ce moment, stagne, comme euh, tu vois, il y a un peu ça chez les light heavyweight aussi. Et il y a des courants. Une qui buzz pas, une qui a de la hype, une qui a pas de hype. Et là, Mokaev, il arrive à Mhm. mettre un peu de fraîcheur dans la KT. Ça fait du bien. J'espère qu'il va continuer à gagner. Donc voilà, pas très grosse hype, mais je vais le regarder. Et, et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est là, on va voir que, par exemple, le Moreno, il est champion maintenant.
Pantoja, qui l'a déjà battu. Est-ce que tu vois quel va Ouais. être le résultat? Mhm. Tu vois, il y a un peu, il y a un petit intérêt comme ça, donc pourquoi pas? Ah, puisque le dernier combat il date de 2018, donc depuis, c'est vrai que Brandon Moreno, bah, il est devenu champion à de multiples reprises, même champion intérimaire, il a pris énormément d'expérience, donc on aura l'occasion de voir si il va réussir à enregistrer une victoire face à potentiellement sa bête noire qui est Pantoja. Et puis, effectivement, moi je pense que Mokaev, il est à, allez, on va dire à tout casser, 2 victoires, de se voir attribuer le title shot, parce que Kai Kara France, on comptait énormément sur lui, mais il perd à chaque fois que les projecteurs sont braqués sur lui. Donc ça l'écarte un petit peu de la discussion pour le titre, pour l'instant en tout cas. Il y a qui d'autre? Amiral Bazi, qui justement a battu Kai Kara France, victoire controversée, mais qui a pas mal de victoires consécutives. La catégorie, ça prend du temps, mais elle commence petit à petit à se renouveler. Bah, il me reste plus qu'une question à te poser. J'ai envie qu'on se concentre sur le combat principal de cette UFC 290, Volkanovski Yair Rodriguez. Movsar, c'est quoi ton pronostic pour ce combat? Euh, je pense que Volkanovski va gagner. Mhm. C'est un pronostic plutôt safe où je prends pas trop de risques, mais je pense vraiment que Volkanovski va gagner. Et si Volkanovski ne gagne pas, ça va vraiment être sur un coup très spectaculaire de Yair. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui fait que Volkanovski a peur, c'est qu'il est très imprévisible et t'as pas le droit de relâcher l'attention. Et sur 25 minutes, garder toujours l'attention, c'est pas quelque chose de facile. Donc je pense Volkanovski gagne. Euh, Domination, tu vois, vraiment un peu à la Korean Zombie. À mon avis, domination. Et ouais, je dirais décision 25 minutes. Ouais, moi, j'hésitais aussi entre une décision en faveur de Volkanovski. Peut-être pour la première fois depuis qu'on enregistre ces vidéos, j'ai pas envie de prendre de risques dans mon pronostic. Et peut-être que ça va me faire mentir justement. Mais moi, effectivement, je vois la victoire du côté de Volkanovski. Trop expérimenté, trop discipliné, trop grand fight IQ. Je trouve que Yair Rodriguez, par le passé, il a montré des signes d'indiscipline. Est-ce qu'il va réussir à garder la tête froide, la tête sur les épaules pendant 25 minutes face au champion incontesté de la catégorie? Je me pose la question. Comme toi, je trouve que si Yair réussit à décrocher la victoire, ça ne peut que se faire sur un coup spectaculaire sorti de nulle part. Mais moi, je vois Volkanovski, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu Josh Emmett faire face à Yair. Je pense que Volkanovski va réussir à amener Yair au sol, même s'il a quand même une bonne défense des amener au sol, mais je fais confiance à la lutte offensive de Volkanovski pour réussir à amener Yair au sol et le tabasser en grande pande et voir l'arbitre mettre un terme au combat pour sauver les neurones et la vie, même j'ai envie de dire, de Yair Rodriguez. Je pense que Volkanovski peut faire du très très sale à Yair. Ça va me briser le cœur parce que j'aime énormément Yair, mais pour moi, statistiquement parlant, c'est trop compliqué pour lui. Bah dites-nous, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires, super important, n'hésitez pas à donner un maximum de force à Movsar Ibragimov, suivez-le pardon, sur ses réseaux sociaux, je mettrai le lien vers son compte Instagram dans la description. Je vous le dis, à chaque fin de vidéo, va falloir monter dans le navire Movsar Ibragimov avant qu'il ne soit trop tard. Movsar, en tout cas, merci beaucoup pour ton analyse, merci d'avoir répondu à mes questions, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, frérot, à la prochaine. Et merci à tous là derrière qui donnaient la force. Ça fait plaisir.